Précédemment dans... Ok, j'avoue, je trafique les fiches depuis le début. Bon, ok, j'avoue, j'ai trafiqué les sous-titres. J'ai même réussi à trafiquer le montage. Mad Max 3, sorti en 85 et ça se sent encore plus. Toujours réalisé par George Miller et produit par Kennedy Miller's Production, à qui l'on doit notamment Babe le cochon, Crocodile Dundee, Happy Feet. Qu'est-ce que c'était que ça? Le film s'ouvre sur Bruce Spence, le comic relief de Mad Max 2 qui revient ici dans un rôle similaire tout en incarnant un personnage différent. Bruce Spence qui au passage a joué dans tout un tas de films tels que Star Wars 3, Le Seigneur des Anneaux 3, Matrix 3... Rien que ça. Mais nous reviendrons sur le rôle qu'il joue dans Mad Max 3 un peu plus tard. Et cette fois-ci, promis, on le fera. Donc, Bruce Spence attaque une caravane dont le proprio n'est autre que Mel Gibson, avec un mulet dégueulasse qui n'a rien à envier au pire serial killer québécois. Ronald, tu vas me jouer du violon sinon je te mange le mulet. Le pilote lui pique donc toutes ses affaires et Max le suit à la trace jusqu'à Cascouille City. C'est chiant, hein? Ça dure 10 minutes dans le film. La ville s'appelle en fait Bartertown et est une nouvelle civilisation basée sur le troc et dirigée par Tina Turner dans un de ses plus grands rôles au cinéma. Tu l'avais à ta merci. Tu tenais la victoire. C'était pas notre guerre. Max troque ainsi ses services de mercenaires en échange d'informations sur qui lui a volé sa caravane, mais pas avant de nous avoir fait un petit clin d'œil aux aventuriers de l'Arche perdue et à son pote Indiana Jones en lui rendant un brillant hommage. Ainsi, si vous voulez du sang et de la violence dans ce volet de la saga, vous serez très déçus de constater que les réalisateurs ont choisi de ne tout simplement pas les intégrer à cet opus. Parce que... Putain, Yari, mais t'as déréglé la caméra là, c'est pas possible. Non, c'est pas moi, non. Ouais, c'est ça, ouais. On découvre alors que Max dispose d'un pantalon du même tissu que le sac de Mary Poppins sous les poches de The Mask. De très grandes lunettes noires, Une trempe de vélo? une petite carpe, Waouh. une quille, Allez-y, c'est au fond à gauche, là, c'est ça, oui. drôle de truc, des lunettes de cotillon, C'est la première fois que je vois ces lunettes. Un bazooka? J'ai un permis pour ça. Madame Kellaway en photo. Quoi? Oh oh. Mais retournons un peu à Cascouille City. Ouais, j'ai peur des chats et alors, allez vous faire foutre. Oh pardon, désolé, ça me fait ça à chaque fois que je vois un saxo dans un film. Max est conduit auprès de Tina Turner habillée comme un super saiyan transsexuel brésilien. Salut ma belle. Aussi connu dans le coin sous le nom d'Entité. Bartertown est une ville qui repose en fait sur l'énergie produite par un train à vapeur transformé pour fonctionner au méthane, que dégagent des tonnes et des tonnes de merde de porc stockées dans les bas-fonds de la cité. Le fonctionnement de cette véritable industrie est assuré par les prisonniers qui, punis par Entité, viennent gonfler les rangs des ouvriers dirigés d'une main de fer par Maître Bombe, personnage fort singulier s'il en est, composé de deux entités bien distinctes, le cerveau appelé Maître et le corps appelé Bombe. Ainsi, malgré la complémentarité de cette séparation des pouvoirs, cela ne les empêche pas de faire un travail de merde. On lui propose donc ce pourquoi des dizaines de mercenaires avant lui ont échoué, provoqué Bombe dans un duel à mort sous le dôme du tonnerre, ce qui permettrait à Tina Turner de contrôler les deux facettes de la ville en toute légalité. Et sentir la merde, tu connais? Après toute une suite de péripéties visant à nous faire comprendre que le point faible de son adversaire n'est autre qu'un sifflet pour clébard, Max parvient à provoquer Maître Bombe dans un duel en réclamant son véhicule aux yeux de tous. Le combat est donc organisé et repose sur une seule et unique règle. Deux hommes entrent, un homme sort. Ainsi qu'une autre règle sous-jacente qui est que tous les participants doivent combattre comme s'ils représentaient Branlouille-sur-Mer et Chambois-la-Forêt pour la pire édition d'Interville jamais vue, mais tout de même présentée par un clone de Salvador Dali au meilleur de sa forme.
Donc après 10 minutes d'un combat aussi mal rythmé que ridicule et kitschissimo possible, Max utilise le sifflet pour clébard mais refuse d'achever Bombe après qu'il se soit rendu compte de son infirmité. Regarde son visage. Il a une âme d'enfant. Bombe, je regrette. Tout ira bien. Ça ne faisait pas partie de notre accord. Oh oh. Ce qui énerve un tant soit peu Tina Turner qui fait exiler Max comme un malpropre sans récupérer ses biens, sans cesse d'indemnité, sans passer par la case départ, la bite entre les jambes. C'est là que le film part en couille, laissant derrière lui un spectateur dubitatif et circonspect quant aux enjeux de la quête de Max. Ouais, autant dire que les scénaristes ont un peu rushé l'intrigue. Exactement. Du coup, on a le droit à un gros délire de la part des scénaristes avec Max qui se fait sauver par un singe envoyé par son pote le tueur de cochons rencontré un peu plus tôt. Un singe qui lui-même parvient à survivre sans eau ni nourriture, entraînant une gourde remplie de flotte, jusqu'à retrouver Max dans un désert aride et irradié. Putain, mais même moi j'y crois pas une seule seconde. Alors, revigoré par un peu d'eau, Max trouve la force de se lever et continuer son périple pour pitoyablement s'effondrer quelques mètres plus loin et... Putain, mais on va où avec ce singe là? C'est du n'importe quoi ce scénar là, c'est quoi ce film? Waouh. Alors attends, écoute. Le mec se fait sauver par une armée d'enfants sauvages, moins sauvages que dans le précédent, mais un peu sauvages quand même, qu'ils prennent pour leur messie et Max les utiliserait pour faire ce qu'il veut. Un peu comme un Hitler pour enfants. Putain, t'es un génie mec! Les enfants le privent donc de son mulet avant de lui expliquer qu'ils attendaient le retour du prophétique capitaine Walker, un pilote d'avion qui leur a permis d'échapper à l'holocauste nucléaire qui a eu lieu entre les événements de Mad Max 2 et ceux de Mad Max 3, et qui est censé revenir les chercher pour les emmener dans un monde meilleur, la terre du post-futur. En l'absence d'adultes, les enfants ont donc dû réapprendre à s'autogérer et ont développé jusqu'à une religion et un langage avec les souvenirs qu'ils gardaient de leur ancienne vie. Prenez le vent. On a gardé le cap. Il n'a pas pu prendre le vent. Et ils se languissent de leur gratte-ciel et de la vie vidéo. Attends, mais c'est... Qui êtes-vous? Oh putain, mais... Nous te sommes reconnaissants, capitaine Walker. Oh, tu es là, Peter. Je rêve, on est passé à Peter Pan là. Ouais, Gary, ouais. En effet, le niveau de ressemblance est tel que l'on peut se demander si George Miller n'a pas un peu pompé sur Spielberg pour ce coup-là. Attends, t'as dit que Mad Max 3 était sorti en 85? Bah ouais, pourquoi? Bah, ou qu'est sorti en 91? Mais tu voudrais dire que... Spielberg! Bref, Max s'en bat les couilles de leur innocence et leur dévoile l'atroce vérité. C'est arrivé ça. C'est la grande éclipse partout, puis ensuite tout était fini. Tout a été balayé. C'est ici la Terre. Il n'y a pas plus d'autre monde que je ne suis le capitaine Walker. Forcément, les enfants perdus se scindent alors en deux groupes avec, d'un côté, ceux qui acceptent d'avoir cru en une chimère pendant toutes ces années, et de l'autre, ceux qui refusent d'abandonner l'espoir de trouver une terre promise en pensant que Max n'est peut-être pas le capitaine Walker, mais que ça ne veut pourtant pas dire que le capitaine Walker n'existe pas. J'en ai ma claque. Ce dernier groupe décide de partir, mais Max, avec sa pédagogie de CPE en fin de carrière, ne l'entend pas de cette façon, et tente de les stopper en leur tirant tout simplement dessus. Évidemment, tout ça c'était juste pour rire et les enfants sauvages dissidents décident quand même de partir. Ils se font blouser par des sables mouvants, Max les sauve, et tous ensemble ils tombent par le plus grand des hasards, le plus total et le plus infortuit sur Bartertown. C'est la terre du post-futur? Non. C'est Bartertown. C'est donc tel des plombiers italiens moustachus et bedonnants qu'ils empruntent les tuyaux d'évacuation avant de tomber par hasard sur l'un des seuls ouvriers présents et qui par chance est l'ancien pote de prison de Max, le tueur de cochons. Et tant qu'ils y sont, ils en profitent pour sauver le nain parce qu'il est le seul à s'y connaître vaguement en création d'énergie et pour piquer la locomotive dans une scène un peu trop cartoonesque à mon goût quand même. Et c'est d'ailleurs bien là la différence fondamentale entre les deux premiers Mad Max et cet opus-ci. Certes, l'univers est le même, les costumes se ressemblent et avec un peu d'ouverture d'esprit, on peut croire à ce qui nous est proposé. Seulement, où sont les grandes étendues parcourues dans des machines rutilantes, poursuivies par des hordes de sauvages assoiffés d'essence, quand là on se retrouve face à des longueurs insupportables qui trahissent le fait que le scénario ne sait pas dans quel registre donner la tête, et on sent que certains points d'intrigue ont été rajoutés uniquement pour en justifier d'autres. Prenons par exemple le cas du personnage joué par Bruce Spence. Toi! Moi?
qui aurait très bien pu être le pilote de Mad Max 2 qui aurait eu un gosse à qui il aurait appris à piloter. Ah oui? Mais non! On reprend juste le même acteur, on lui fait jouer un rôle similaire, sans aucune connexion avec le héros, à part pour le foutre dans la merde dès le début du film et venir sauver le fion à tout le monde, dans un putain de Deus Ex Machina de 10 minutes! Bonsoir et bienvenue dans la séance Olé Olé, une émission qui n'a rien à voir avec la corrida ni les toréadors. Alors ce soir, on rencontre Gary Coleman, l'ours aux 5000 femmes et aux 4000 films. Gary, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors Gary, vous venez nous voir aujourd'hui pour votre dernier film, Chaudasse sur la banquise 7, le retour du pingouin manchot. Alors, certains en parlent déjà comme du film pour adultes à succès de l'année, récompensé par 4 Booby Awards, dont celle de la meilleure interprétation interraciale et interespèce de la décennie. Comment un ours tel que vous parvient à gérer son succès, Gary? Oh, vous savez, hein, dans notre métier, tout ça tient un peu de choses. Hein. Non, il suffit d'avoir de la coque, des acteurs profonds qui savent aller au fond des choses, et surtout un matos qui tient à moins 40 degrés. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, il semblerait que les conditions de tournage aient été particulièrement difficiles, hein, 4 morts, 16 personnes blessées. Comment avez-vous adapté le scénario à ces inconvénients? Le Sénat quoi? Le scénario, l'histoire, quoi. On a utilisé certains cadavres comme figurants pendant certaines scènes de partous. Bon, je vous dis pas que les syndicats ont un peu gueulé, mais bon. D'ailleurs, Gary, vous nous avez proposé gentiment de diffuser un petit extrait pour nos téléspectateurs adorés. Tout de suite, Chaudasse sur la banquise 7. Alors, attends, laisse-moi t'expliquer, c'est la première fois que je vois ce truc. Mais revenons-en au film, où les scénaristes ont finalement décidé de mettre un peu de Mad Max dans ce Mad Max. Ah putain, désolé Georges, mais même avec toute cette coque, j'ai plus aucune idée là. Après avoir volé la locomotive et mis fin au règne de Bartertown en la détruisant, ils se font poursuivre par une vingtaine d'engins armés jusqu'aux dents. Mais contrairement à Mad Max 2 où l'enjeu était de sauvegarder l'essence à travers un petit twist final bien sympathiquement amené aux spectateurs, ici leur seule motivation est de se barrer au plus vite avec le nain et l'entièreté de la course-poursuite en général n'est qu'une pâle copie de celle de Mad Max 2, une petite dose de gag en plus. Alors, quel est le plan? Un plan? Il n'y a aucun plan? Alors, quel est le scénario? Scénario? Il n'y a pas de scénario, mec. C'est donc lancé à plus de 180 km/h sur une voie ferrée en parfait état que le train se fait braquer par un enfant. Ceci est un hold-up. Et le premier qui bouge est un homme mort. Qui se révèle être le fils du pilote d'avion joué par Bruce Spence, qu'on ne présente plus et qui fait profiter de son avion en carton à toute la troupe, afin d'échapper aux rescapés de Bartertown qui tentent, pour leur part, de capturer le nain désormais affublé d'un costard. Waouh, ça y est Georges, j'ai l'inspiration qui est revenue. Et dans un ultime face-à-face, Max décide de se sacrifier pour permettre à la communauté de l'avion de s'envoler pour les terres du post-futur, et y prospérer jusqu'à la fin des temps. Mais pas avant que Tina Turner ne reconnaisse en Max le guerrier suprême et décide de retourner botter quelques culs sur Namek, alors qu'elle l'avait à sa merci et malgré qu'il ait mis un fin à son règne sur toute une ville, ruinant tout ce qu'elle avait mis des années à construire et lui promettant une fin certaine, dès lors que ses sbires se rendront compte qu'elle n'a plus aucune emprise sur eux. Et voilà, c'était Mad Max 3 et on sent très clairement la mainmise d'Hollywood sur une série à succès. Notamment avec le personnage de Tina Turner qui... Putain Gary, je t'ai pris en flag là cette fois-ci. Bon, ok, j'avoue, c'est moi qui pirate l'épisode depuis le début. Mais pourquoi Gary? Bah, je voulais juste participer un peu plus en montrant aux gens à quel point les changements de ton et de registre peuvent être désagréables. C'est fin, c'est subtil, c'est délicat. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon ami Gary? Moi qui pensais que tu avais un peu plus de considération pour moi, qui te prenais pour mon frère, mon ami. Ok, d'accord, excuse-moi Gary. Bravo mec, c'était une belle review. Tape là!